Je vais faire donc une présentation sur le cas de Napoléon. J'ai intitulé le thème Une monarchie peut-elle être révolutionnaire? Le cas de Napoléon. Pour présenter aujourd'hui, je vais essentiellement me fonder sur un livre d'histoire que je vous recommande chaudement parce que c'est vraiment, il est vraiment très très bien. C'est le Napoléon de Jacques Bainville. Qui, outre d'être très bien écrit, ce qui est une qualité pour un livre d'histoire, mais qui est extrêmement euh, exact sur le fond, et qui a aussi, pour la petite histoire, qui a été aussi qui est très représentatif, disons, de la façon de faire de l'histoire de Jacques Bainville, et et pour lequel il a été reconnu. C'est-à-dire que il a un peu ouvert au XXe siècle une histoire qui inclut aussi une sorte enfin, qui veut aussi inclure l'analyse, on pourrait dire, psychologique du personnage. Et c'est une biographie, donc c'est de l'histoire, j'allais dire, classique, c'est-à-dire qu'on regarde l'histoire à travers les événements et leurs personnages. Et, pas dans la ligne des annales où on efface les personnages historiques au profit de la société ou des superstructures, et où on efface les événements au profit des tendances. Alors, donc euh, je vais en fait pas tout lire, mais je vais lire comme ça des citations de ce Napoléon de Jacques Bainville, et comme ça nous allons pouvoir un peu voir qui est ce Napoléon. Alors pourquoi, avant de commencer, pourquoi ce titre? Parce que je pense qu'il est important de faire la part des choses entre les avantages naturels d'un système institutionnel monarchique, qui a des avantages naturels certains, que je ne vais pas représenter aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver dans ce que dit Maurras, et en particulier, enfin, qu'il dit de façon très bien et très résumée, synthétique, claire. Il y en a d'autres qui l'ont dit aussi, hein, évidemment, que j'avais pu présenter dans une autre conférence. Donc il faut faire la part des choses entre ces avantages naturels institutionnels et la nature de telle ou telle monarchie, de telle ou telle royauté. Et en fait, le cas de Napoléon montre que on peut avoir un système monarchique qui est quand même révolutionnaire dans dans ses objectifs et dans ses principes de fonctionnement. Et pour ce faire, euh, avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous citer, disons, la conclusion de Napoléon, pas de Napoléon, pardon, la conclusion de Jacques Bainville sur Napoléon. Alors, c'est une citation très célèbre, et c'est à la fin de son livre, et au bout de centaines de pages où il ne fait que décrire. C'est ça qui est très intéressant avec ce Jacques Bainville, c'est qu'il juste décrit la vie de Napoléon, ce qu'il a fait, en mettant bien en lumière, voilà, en soulignant la continuité de sa vie, en expliquant, enfin, il veut aussi expliquer ce que beaucoup appellent le mystère de Napoléon, enfin, pourquoi il a réussi comme ça, pourquoi, etc. Et à la fin du livre, il conclut comme ça. Euh, alors, je vais lire trois citations qui sont proches, un peu différentes, et c'est la deuxième qui est très connue. Donc, on a fait de Napoléon 1000 portraits psychologiques, intellectuels, moraux, portés sur lui autant de jugements. Il échappe toujours par quelques lignes des pages où on, il échappe toujours par quelques lignes des pages où on essaie de l'enfermer.
Il est insaisissable, non parce qu'il est infini, mais parce qu'il a varié comme les situations où le sort le mettait. Sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût probablement mieux valu qu'il n'eût pas existé. Tout bien compté, son règne, qui vient, selon le mot de Thiers, continuer la révolution, se termine par un épouvantable échec. Son génie a prolongé à grands frais une partie perdue d'avance. Tant de victoires de conquête qui n'avaient pas commencé. Pourquoi? Pour revenir en deçà du point d'où la République guerrière était partie, où Louis XVI avait laissé la France, pour abandonner les frontières naturelles rangées au musée des doctrines mortes. Ce n'était pas la peine de tant s'agiter, ce ne fut pour léguer de belles peintures de l'histoire. Et l'ordre que Bonaparte a rétabli vaut-il le désordre qu'il a répandu en Europe, les forces qu'il y a soulevées et qui sont retombées sur les Français? Quant à l'État napoléonien, qui a duré à travers 4 régimes, qui semblait bâti sur l'airain, il est en décadence. Ses lois s'en vont par morceaux. Bientôt on sera plus loin du code Napoléon que Napoléon ne l'était du code Justinien et des instituts. Et le jour approche où par la poussée d'idées nouvelles, l'œuvre du législateur sera périmée. Dernière citation. Toutefois, après plus de 100 ans, hein, puisqu'il écrit, ce livre a écrit 1900, dans les années 1920, je crois. Toutefois, après plus de 100 ans, le prestige de son nom est intact et son aptitude à survivre aussi extraordinaire que l'avait été son aptitude à régner. Quand il était parti de Malmaison pour Rochefort avant de se livrer à ses ennemis, il avait quitté lentement, à regret, les souvenirs et la scène du monde. Il ne s'éloignera des mémoires humaines qu'avec la même lenteur, et l'on entend encore à travers les années, à travers les révolutions, à travers des rumeurs étranges, les pas de l'empereur qui descend de l'autre côté de la terre et gagne des horizons nouveaux. Voilà. Donc, Jacques Bainville conclut que il résume un peu les lignes fortes de Napoléon, que bon, sur le fond, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui les historiens n'osent plus conclure sur ce genre de choses, alors que bah, on voit pas pourquoi, enfin si c'est justifié évidemment, mais que il faut aussi regarder enfin, s'il y a les éléments suffisants pour juger tel ou tel événement historique ou tel personnage historique, on pourra pas le faire de façon mesurée et objective. Mais ben donc il conclut que Napoléon aurait certainement mieux fait, enfin il aurait mieux valu qu'il n'ait pas existé. Parce que en fait, et ça on va le voir, puisque vous savez déjà, mais enfin, c'est que Napoléon a continué la révolution en fait, et de façon artificielle, alors qu'elle aurait chuté bien avant si Napoléon n'a pas été là, et choisi enfin, poussé par d'autres révolutionnaires qui en fait voulaient tout sauf les Bourbons, quitte à remettre une monarchie en utilisant ces qualités naturelles de la monarchie qui sont, comme le dit Maurras et d'autres, qui sont de pouvoir continuer une tradition ou transmettre quelque chose sur le long terme. Bah, sauf que dans le cas de Napoléon, le problème, le véhicule, enfin, de ce que devait transmettre cette monarchie, c'était pas la monarchie traditionnelle chrétienne, c'était la révolution elle-même. Donc, pour rendre ce qui aurait dû rester qu'un moment court et terrible de l'histoire de France, la Révolution française, euh, ça a été une tentative de Napoléon de le continuer dynastiquement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, ce qui a fonctionné, c'est que du fait de Napoléon et des institutions qui ont mis en place, c'est resté très longtemps. Et j'aimerais vraiment souligner la prédiction qu'il fait, enfin, une prédiction qui se fonde pas sur la boule d'Irma, qui a sa boule de cristal, mais simplement sur l'analyse de l'histoire. Et il dit que les institutions, ou à son époque, elles étaient encore les institutions napoléoniennes, dont ces codes de loi qui sont censés être, enfin, qui avaient été au XIXe siècle, des sortes de modèles absolus dans toute la planète.
sur toute la planète et même ici, hein, par exemple, je dirais, je suis au Japon, tous les codes de loi qui existent, mais le code civil en particulier, ils sont des petits-enfants des codes napoléoniens. Et c'était au XIXe siècle vu comme des sortes de codes parfaits, sacrés, immuables, qui n'allaient pas changer. En fait, qui étaient des codes qui étaient dans leur principe très révolutionnaires. Pas forcément toujours dans le contenu, parce que euh, ils se fondaient quand même sur une sagesse millénaire d'institutions qui étaient en fait chrétiennes, mais qui étaient révolutionnaires dans le sens où, premièrement, elles mettaient un certain nombre de choses sous la coupe de l'État, alors que c'était pas, par exemple, le mariage et d'autres choses comme ça, ou la succession, alors que c'était pas sous la coupe de l'État auparavant. C'était soit l'Église, soit la coutume, et, euh, et, donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que c'était une comment, ces codes-là fixent, en quelque sorte, sclérosent une pratique ça devient une façon unique de voir les choses et qui peuvent être changées par l'État comme ils veulent. Alors qu'auparavant, par exemple, pour la succession, il y avait quelques principes, euh, mais en particulier, c'était les droits coutumiers qui s'en occupaient, c'était pas à l'État de décider. Et pour le mariage aussi, le mariage c'était l'Église. Ouais. Et il n'y avait pas forcément cette sclérose de fixer à 100% tout le rôle, et en particulier le rôle de la femme, qui était ah, qui a été dans le code Napoléon carrément, enfin, qui était très dur par rapport aux droits des femmes, par exemple, comparé à l'Ancien Régime, et qui rappelle dans un certain sens une paganisation de la société d'ailleurs. Et c'est pas pour rien que la fin du XIXe siècle, bourgeois, etc., était, euh, avait un côté très pas traditionnel du tout par rapport aux femmes, enfin très dur par rapport aux femmes, et puis après ça a donné des raisons de créer enfin, le féminisme a émergé. Enfin bref, voilà, donc ça c'est un autre sujet, mais c'est intéressant. Et surtout ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est que ces codes qui sont censés être immuables, déjà à son époque montraient des changements, certainement mineurs, mais montraient des changements quand même. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de code. Toutes ces institutions n'existent plus, elles ont complètement changé en vérité. On dit le code civil, mais ça n'a plus rien à voir avec le code civil de Napoléon au départ. Et donc, Jacques Bainville avait raison. Donc, bon, revenons sur Napoléon. Revenons sur Napoléon. Je vais pas tout, je vais pas lire son livre en entier, vous inquiétez pas. Je vais donner quelques éléments. Alors d'abord première chose, parce que bon, en fait l'idée c'est de comprendre Napoléon, hein. Donc Jacques Bainville a deux aspects, c'est il va reprendre depuis son enfance et il va voir, voilà, qui est Napoléon. Et il va, en fait, il va essayer de s'extraire, parce que bon, encore à son époque c'est très fort, mais aujourd'hui aussi, parce qu'on pense Napoléon que pour ses mérites militaires, tout ça, alors que Jacques Bainville montre que son aspect militaire, quoique très, disons, brillant, est en fait secondaire pour comprendre le personnage. Donc il disait des choses comme ça d'abord sur sa jeunesse. La France faisait très bien les choses. Elle se chargeait d'élever gratuitement avec les enfants des gentilshommes pauvres ceux de l'ancien aide de camp de l'insurgé Paoli, et plus tard, à son tour, Elsa sera demoiselle de Saint-Cyr. Ainsi, entre 9 et 17 ans, le jeune Napoléon perdra le contact avec son île natale, où il ne retournera qu'en septembre 1786. Élève du roi, il recevra, dans un milieu français, une éducation française, avec des jeunes gens de bonnes conditions venus de toutes les provinces du royaume. Il sera élevé dans des établissements officiels, tenus le premier par des religieux, le second par des militaires, c'est-à-dire qu'il y connaîtra les traditions de l'ancienne France.
Ces nuits à Brienne, Napoléon reçut aux frais du roi une éducation très soignée, une instruction sérieuse. Il eut encore pour camarades des jeunes gens de bonne famille, dont quelques-uns s'appelaient Montmorency, Laval, Fleury et Junier. Celui-ci neveu de cet archevêque de Paris, surpris par le prénom du cadet Bonaparte, et lui disant qu'il ne trouvait pas de Napoléon inscrit au calendrier, s'entendait répondre: il n'y a que 365 jours dans l'année, étant de saint, etc., etc. Voilà. Donc première chose, c'est intéressant, donc, comme vous savez, Napoléon est né euh, en Corse, et il est né donc juste au moment où la Corse est devenue française, puisque elle n'était pas française, n'était pas n'était pas sous la direction du roi de France euh, avant 1768, et donc Napoléon est né en 1769. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui-même, il le dit par ailleurs, Napoléon, bah, il se sentait pas français spécifiquement. Enfin, je veux dire, il n'avait pas d'attache historique à la France, mais en même temps, donc il y avait un côté extérieur. Et ça, Jacques Vanet a beaucoup insisté sur cet aspect-là, c'est-à-dire que il a eu la meilleure éducation française possible de l'époque, dans les meilleures écoles, on peut dire, de la planète. Il souligne aussi un peu plus tard qu'il a eu euh, une, une formation très complète et qu'il a travaillé beaucoup et qu'il a appris euh, touche à tout. Voilà. Pas simplement, alors déjà d'un point de vue évidemment militaire, c'est-à-dire qu'il avait les meilleures techniques militaires de l'époque, dans les meilleures écoles du monde d'officiers, avec des collègues et des professeurs très intéressants. Donc il connaissait comment fonctionnait la France aussi, hein, de l'intérieur de ces écoles-là. Mais il a étudié aussi toute l'histoire de l'Europe, les classiques, grec, latin, etc. Donc il avait une culture très très large. Mais en même temps, il se sentait pas français. Donc par exemple, euh, voilà, je vais lire autre chose. Sa patrie, il allait la découvrir, et ce qu'il emportait avec l'uniforme qu'il était si fier de montrer là-bas, c'était une malle remplie de livres. Donc il revient chez lui encore ça. Mais quel livre? Rousseau, bien sûr, donc il était influencé par les Lumières comme tout le monde, et des historiens, des philosophes, Tacite, Montaigne, Platon, Montesquieu, Tite-Live, et puis des poètes, Corneille, Racine, Voltaire, que nous déclamions journellement, racontait plus tard son frère Joseph. L'ouvrage militaire, point. Le dieu de guerre était encore dans les limbes, et en tout cas il était en vacances. Euh, les principes qu'appliquera le vainqueur de tant de batailles, où on les trouve dans leurs manuels et leurs traités de ses professeurs ou des grands théoriciens militaires de son époque. La stratégie napoléonienne y est en germe. Avoir la supériorité numérique sur un point donné et concentrer les efforts. Tenir toujours ses forces réunies par la liaison entre toutes les parties de son armée. Surprendre l'ennemi par la rapidité des mouvements, ce que le grognard appellera faire la guerre avec ses jambes. Ces recommandations simples et claires devaient frapper et séduire l'intelligence de Bonaparte. Il les a appliquées, développées, énoncées, traduites en action, de telle sorte qu'il les a faites siennes et qu'on a pu, à bon droit, leur donner son nom. Mais c'était encore un héritage, et un héritage français. Selon les expressions dont s'est servi l'historien qui de nos jours a renouvelé cette partie de la biographie de Bonaparte, le capitaine Collin, la génération militaire qui l'a précédé, Napoléon, et instruit, n'a pu lui inspirer que le désir ardent de réaliser cet idéal de guerre offensive et vigoureuse auquel on se croyait sûr d'atteindre. Donc ce qu'il explique, Jacques Vainville, pour son enfance, c'est qu'en fait, pour ce qui est de sa stratégie militaire, c'était pas Napoléon avait des qualités naturelles certaines, hein, ça c'est clair. C'était pas un génie sorti de nulle part, voilà, comme ça, qui sortait d'un chapeau. Il était issu d'une petite noblesse corse, qui a été éduqué dans les meilleures euh, écoles françaises militaires, et que toute sa stratégie qui après l'a rendu célèbre et qu'on dit qui est napoléonienne, c'était pas en fait, il a rien inventé de nouveau, il a appliqué des choses qui étaient déjà là en germe. Son génie, ça a été
de les mettre ensemble et de l'appliquer. Voilà. Euh, donc, et ensuite, c'est ce qui va expliquer. Voilà. Ensuite, la Révolution arrive, il est encore tout jeune. Ouais, ce que dit Jacques Bainville, ça c'est très important pour comprendre Napoléon, c'est très intéressant. Chose plus importante pour l'orientation de sa vie, il sera absent de France durant la plus grande partie de la période vraiment révolutionnaire, la période de l'enthousiasme. Il sera en Corse du mois de septembre 1789 jusqu'à la fin de janvier 1791, puis d'octobre 1791 à avril 1792, et enfin d'octobre 1792 à juin 1793. Il aura vu des épisodes de la Révolution française, il ne l'aura pas vécu. Il n'en aura respiré les passions que de loin, et surtout il n'y sera ni engagé ni compromis. Il y entrera quand elle sera déjà faite. De la terre et du cœur, il sera aussi bien libre envers la République qu'envers la royauté déchue. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important pour comprendre la possibilité de Napoléon, c'est que il n'était pas là pour les parties importantes du début de la Révolution. Ça, c'est vrai qu'on le dit jamais, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que il n'a il n'a eu aucun rôle important dans le début de la Révolution. Et il ne s'est mouillé ni d'un côté ni de l'autre. Il était un bon soldat qui obéissait aux ordres, donc il a obéi à des choses révolutionnaires quand il y avait des choses révolutionnaires, mais le moment, voilà, Providence, le moment où il était sur le sol métropolitain à Paris ou quoi, il s'est rien passé d'important et il n'a pas dû se compromettre dans des choses qu'il aurait irréfragablement mis du côté révolutionnaire ou monarchiste. Et donc, il était extérieur à tout ça. Il a regardé ça de très loin. Et donc, il n'avait pas d'attachement sentimental ni d'un côté ni de l'autre. Ce qui explique beaucoup de choses pour après. Parce que comme on le verra, il a pu réussir parce que il s'adaptait à la personne qui avait en face. Ça, je le dirai un peu plus tard. En fait, même à ce moment-là, il n'en a rien à faire de la France. Il travaille pour l'indépendance de la Corse. C'est très intéressant aussi. Parce que pour lui, ce qui se passe en France, c'est très très éloigné. Ça ne le concerne pas spécialement. Alors, voilà. Ensuite, donc je vais sauter un peu ça. Là, après, c'est très intéressant parce que Jacques Bainville analyse son premier fait militaire qui est la prise de Toulon. Et en fait, qui n'a pas encore en lèvres et qui a, voilà, mais où on voit déjà tout ce qu'il va faire, tous les éléments qui font qui expliquent ses réussites militaires plus tard, c'est-à-dire que euh, il connaît, et en fait, il étudiait beaucoup, ça c'est clair, donc il connaissait très bien l'histoire politique de l'Europe, de l'Italie, même des villes en France, et puis il connaissait très bien les topographies, ce qui après lui donnait les possibilités de choisir les bonnes stratégies pour vaincre. Ensuite, il va en Italie, il fait guerre d'Italie, il gagne. Là, bon. Il explique aussi que là, ce qui marche bien, c'est il trouve les bonnes politiques pour plaire aux gens sur place. Enfin, je veux dire sur les Italiens, par exemple. Il, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1795, on lui ordonne d'aller sur le front de l'Ouest, c'est-à-dire en Vendée. Là, il refuse. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça sera très clé pour la suite, puisqu'il ne s'en sera pas mouillé dans les guerres vendéennes. Donc, et- il aura évité de se compromettre avec les Jacobins, en fait, qui seront ensuite, pour expliquer disons, la fin de la deuxième partie de la période révolutionnaire, c'est il y a une allergie complète à tout ce qui est jacobin, à cause de la terreur et à cause de ce qui a été fait et ce qui était terrible. Et de l'autre côté, il y a encore les révolutionnaires qui sont au pouvoir, et c'est en fait la politique du tout sauf les Bourbons. Vraiment, c'est ça, tout sauf les Bourbons. Quitte à mettre un Napoléon, quitte à voir des Orléans, n'importe quoi, sauf les Bourbons. Parce que les révolutionnaires ont bien vu que c'était eux qui étaient légitimes, c'était les Bourbons voilà, qui étaient légitimes,
et qu'ils étaient, j'allais dire catholiques et français, donc qu'une restauration des Bourbons mettrait en danger sérieux, voire finirait la Révolution, qui est avant tout une révolution des principes, qui n'est pas juste une révolution violente, mais qui est vraiment un renversement des assises chrétiennes de la monarchie, de la royauté chrétienne, une attaque sur l'Église. En laissant après elle un pouvoir débile et discuté, donc c'est la Convention, hein, en léguant à ce pouvoir la tâche immense de vaincre l'Angleterre et l'Europe, la Convention ouvrait 2 fois la porte à la dictature d'un soldat. Elle préparait l'avènement d'un général par une suite de coups d'État à l'intérieur, une guerre sans fin à l'extérieur. Dans cet ensemble de causes, comment le destin de Bonaparte s'est-il inséré? Comment ses fruits ont-ils mûri pour lui, non pour un autre? Nous avons laissé quand son étoile qui a brillé un moment semble éteinte. Reprenons le fil des événements. Alors ça, c'est quelque chose qu'analyse Bainville, et je pense que c'est extrêmement juste. C'est-à-dire qu'il analyse le fait que, euh, au moment du directoire et par là, et un peu avant, euh, l'avènement d'un homme fort, et en particulier d'une dictature militaire avec un soldat, est quasiment inéluctable dans la logique révolutionnaire. À part s'il y a une révolution à ce moment-là, non, pardon, une restauration à ce moment-là qui l'arrête. Pourquoi? C'est parce que la République a commencé une guerre qui ne peut pas se finir, c'est-à-dire qu'elle occupe la Belgique et elle veut pas lâcher la Belgique. Et l'Angleterre refuse de principe que la France s'étende jusqu'à la Belgique. Donc géopolitiquement parlant, il était clair qu'à l'époque, elle s'arrêterait jamais tant que la Belgique est sur est territoire français. Et sauf que le principe de la République, c'était on lâchera jamais la Belgique. Et à partir de là, gros problème. Ça ressemble beaucoup à certaines choses par rapport à la Crimée, dans un autre contexte aujourd'hui, pour la géopolitique de l'Europe de l'Est, quoi. Hein. Tant que la Crimée est visée, la Russie ne peut pas lâcher la Crimée. Euh, et tant que les autres pouvoirs, les autres puissances occidentales disent euh, on va attaquer la Crimée, bah ça continue la guerre. Bref. Mais donc il y avait cette situation-là, et donc la guerre était artificiellement continuée, sauf que les pouvoirs républicains étaient débiles, enfin dans le sens faible, et ne parvenaient ni à tenir à l'intérieur ni à tenir à l'extérieur. Donc la seule façon de survivre pour le pouvoir révolutionnaire, c'est de se référer, de se confier à un pouvoir, à un homme fort. Et donc après la question c'est pourquoi Bonaparte et pas un autre. Euh, voilà. Et en fait, bon, il explique que que la grande force de Bonaparte, en fait, c'était pas ses victoires militaires qui comptaient, mais il y en avait d'autres qui étaient bons militaires, mais c'était son talent politique. C'est-à-dire qu'il savait prendre et bien utiliser, transformer des victoires politiques en victoires militaires, à se mettre les gens dans la poche. C'est-à-dire quand il était en Italie, à se mettre les grands-ducs, le, le pape dans la poche. Quand il était ailleurs, de mettre d'autres personnes dans la poche. Et il y a une phrase très intéressante, c'est qu'il dit euh, euh, quand il était en Égypte, il se faisait musulman. S'il avait été chez les juifs, il aurait des juifs le Talmud. En Italie, il était catholique, avec les révolutionnaires étaient révolutionnaires. Enfin, en gros, il s'ajustait vraiment aux gens qu'il avait en face. Donc, ce qui fait que tout le monde pensait que Napoléon était plus ou moins de son côté, ce qui rassurait, et qui a donné la possibilité de dire bon, si c'est lui, ça va aller. Bon. Donc, voilà.
Les historiens de Bonaparte, qui donnent trop de place au récit de ses campagnes, n'aident pas à voir clair. Cette gloire des armes éblouit, elle rejette le restant dans une sorte de demi-jour. Pour Napoléon, virtuose de la stratégie, et peu à peu, devenu trop sûr de son instrument et de lui-même, l'art militaire n'était pas tout, il était un moyen. C'était juste un moyen. Euh, D'autres citations. Parce qu'il faut savoir aussi, hein, je ne sais pas si vous aviez réalisé ce fait, mais c'est quand même assez important, c'est que entre 1793 et 1815, avant 1814, disons, avant avant la restauration des Bourbons, en fait, il y a eu beaucoup de tentatives de restauration qui ont été ratées. En 95, en 97, 99. Et à chaque fois, ces tentatives de restauration sont mises en échec en fait par Napoléon. Vraiment, vraiment, il y a cet aspect, tout ça, Gengmenville l'analyse aussi, cet aspect que Napoléon, son succès repose sur le fait d'avoir retardé et empêché les restaurations auparavant. Et ça, c'est vraiment important pour comprendre notre histoire contemporaine, mais aussi tous les malheurs que nous avons. C'est parce que la restauration qui s'est passée en 1814, donc imaginez, hein, et puis en plus il y a eu les 100 jours et ensuite 1815, donc Napoléon a encore, même à un moment où il y a eu la restauration, il a encore fait du mal puisqu'il a refait les 100 jours, une sorte de mini-révolution et il a mis la restauration, il a fait dans une situation très délicate et le second départ en 1815 était beaucoup plus compliqué, hein, en 1814, mais même sans ça, imaginez que la révolution commence en 1789, 1814, c'est 25 ans après, c'est un quart de siècle après. Et malgré ça, on a quand même une restauration qui à l'époque est acceptée largement et qui durera. Mais imaginez que ça ne se dure pas 25 ans, mais qu'il y ait eu la restauration 95, 97, 99. Clairement, c'était pas la même situation politique. Clairement, la révolution, c'était encore quelque chose, bon, ça avait duré 5, 7 ou 10 ans, mais ça restait un épisode qui aurait pu facilement être fermé. Après Napoléon, ça devient beaucoup plus compliqué de tourner la page, quoi. Parce qu'il y a trop de choses qui sont passées, trop de choses, trop de morts, trop de massacres, trop d'institutions qui ont été bouleversées. Et c'est beaucoup plus compliqué. Alors que dans les premiers temps, ça aurait pu se faire bien. Et donc aussi l'autre chose, et c'est toujours pareil, ce qui était très intéressant, c'est que il venait, il utilisait ses victoires militaires pour se faire passer pour celui qui apporte la paix, quoi, pour cesser un peu les combats, même si en fait derrière c'était un combat infini. Donc je vous cite juste ce passage, une citation de Napoléon. Et le premier consul dira à Roderer: c'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple de juifs, je rétablirais le temple de Salomon. Enfin, ça montre son esprit qui est en fait très opportuniste. Très intelligent, mais très opportuniste. Euh, voilà. Et c'était précisément contre un retour des Bourbons que les républicains voulaient en premier lieu se prémunir. Le 18 Brumaire a eu la même raison d'être que Fructidor. Fructidor c'était 97, Brumaire c'est 99. Ces républicains n'étaient ni tellement naïfs ni tellement aveugles. La dictature d'un soldat était le risque de leur opération. Ils consentaient à le courir plutôt que celui d'une contre-révolution. De même qu'ils concevront la monarchie napoléonienne et la fondation d'une quatrième dynastie comme l'obstacle le plus sûr à la monarchie bourbonienne. Ça, c'est vraiment très important. Et quant aux royalistes, ils auraient bien tort de se leurrer, il se servira d'eux, jamais il ne les servira. C'est très important. Bonaparte a utilisé les royalistes, a utilisé les catholiques, mais il n'en avait rien à faire d'eux. Voilà, mais rien n'eût été possible sans Sieyès, Fouché et Talleyrand, ce brelan de prêtre, ce brelan de prêtre euh, qui a renié sa prêtrise,
qui lui apportaient, avec leur habileté et leur intelligence, la caution d'hommes aussi intéressés les uns que les autres à empêcher une contre-révolution. Donc l'avènement de Napoléon s'explique par la volonté féroce d'empêcher coûte que coûte le succès de la contre-révolution. Voltaire, partisan du despotisme éclairé, eût été du cortège philosophique qui, à la veille du 18 Brumaire, s'en alla à Auteuil, le général en tête, rendre visite à Madame Helvétius, la veuve de l'auteur de l'Esprit. Le monde qui a préparé la révolution par les livres et dans les intelligences, et pour le coup d'État, qui doit le consolider, qui doit la consolider, la stabiliser, et, du moins, on s'en flatte, la finir. Voilà, parce que aussi le mythe, c'était Napoléon allait finir la révolution, c'est la façon de présenter pour faire passer la pilule, parce que plus personne ne voulait de la révolution, parce que c'était jacobin. Mais en fait, le 18 Brumaire et l'avènement de Napoléon, ça allait la continuité, ça allait continuer. Et ça gênait pas du tout les philosophes et tous ceux des idées nouvelles, parce que le despotisme éclairé, c'est bien les lumières du XVIIIe siècle. Hein. Voilà. Les Brumériens étaient tout aussi convaincus qu'ils préservaient et continuaient la révolution que l'avaient été les Thermidoriens. Ils n'avaient pas tort, ils avaient bien fait ce qu'ils voulaient faire, seulement, toujours pour préserver la révolution, comme pour la conserver, ils iront jusqu'au gouvernement d'un seul, jusqu'à l'Empire. Il n'était pas Monk, restaurateur des Stuarts, mais Washington. Le fondateur de la République américaine venait de mourir. Le gouvernement consulaire avait organisé une cérémonie funèbre en son honneur, prononcé son éloge comme celui d'un modèle. C'est couvert du nom de Washington que Bonaparte, acclamé par les uns, regardé curieusement par les autres, s'en alla dans un cortège que la pénurie persistante du trésor n'avait pas permis de rentrer pompeux, prendre possession des Tuileries. Ah, c'est intéressant, Washington était le modèle, il était beaucoup plus proche de Napoléon que Monk. Voilà. Il faut d'abord qu'il soit le véritable seul maître de l'armée. Il méprise les avocats qui sont domptés, les idéologues dont il s'est servi. Les ouvriers des faubourgs en a vraiment, en son absence, essayé de les soulever au nom de la République. Ce qu'il a sujet de crainte, ce ne sont pas les civils, mais les militaires. En ce sens, il est antimilitariste, parce qu'il veut être le seul militaire qui commande, de manière à s'assurer le dévouement des uns, la crainte des autres, la subordination de tous. Ce n'est pas l'armée qui gouverne, c'est lui, et elle doit lui obéir. Dans le système de Napoléon, dans l'établissement de son autorité, c'est l'aspect le moins visible et le moins compris. Dans sa politique, c'est peut-être la vue la plus profonde. On s'explique ainsi les suspicions où il tenait tant de ses généraux, la brutalité avec laquelle il les traitait parfois, les disgrâces qu'il prononçait, aussi brusques et retentissantes que les faveurs. Très intéressant ça. C'est-à-dire que Mainville dit que le système de Napoléon était antimilitariste dans le sens où l'armée devait juste être un pur outil de l'État et en fait il voulait empêcher toute émergence d'autres militaires que lui-même. Voilà. C'est intéressant parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment à la fois très païen, très dictatorial et très anti-traditionnel. C'est-à-dire que quand on regarde la culture militaire de l'Ancien Régime, les gens sont incarnés, etc. Enfin, cette volonté de vouloir vraiment supprimer toutes les particularités, d'utiliser l'armée juste comme un simple outil à la botte de l'État, ça commence avec la Révolution et Napoléon en particulier. Voilà, donc je saute. Alors, ce côté sur le catholicisme, ça c'est très important. Bonaparte n'est pas un croyant, il ne le sera même jamais. Pour croire, il garde trop l'empreinte du XVIIIe siècle. En son fond, on peut dire qu'il est un déiste avec un respect involontaire et une prédilection pour le catholicisme. C'est tout. Mais c'est assez pour l'affaire du jour. Alors, aux idéologues athées, il montre d'un geste des étoiles et demande qui a fait tout cela. Aux politiques, il représente qu'il s'agit de faire cadrer les choses spirituelles, non seulement à ses vues, mais à la politique nationale, d'employer la force des idées des institutions religieuses au bien de l'État, à l'apaisement général, et même à la fusion des peuples nouvellement réunis à la République. Est-ce que les Belges ne sont pas catholiques romains, et les Rénans presque tous? Mais au pape, au cardinal secrétaire d'État Consalvi, au cardinal légat Caprara, il donna des coups de boutoir. Alors c'est le chef de l'État français qui parle, qui souvent menace, qui impose ses conditions, maintient les prérogatives de l'Église gallicane, rappelle au Saint-Siège, sinon Philippe le Bel, du moins il y tient beaucoup, Saint-Louis et Louis XIV. Pour ministre des cultes, il prend un catholique, un homme d'Ancien Régime, portaliste, qui rétablit dans la correspondance de Napoléon avec les évêques les formes suaves et décoratives dont l'ancienne aumônerie royale avait le secret, mais portaliste il choisit pour sa docilité, son obéissance au maître,
et en termes esquis, il rappellera le clergé au devoir des sujets envers le prince. Voilà. Euh, euh, Ainsi, voilà. Donc ça c'est intéressant pour son concordat, c'est-à-dire que il n'avait rien à faire de la foi, mais il avait été élevé comme dans un milieu. Enfin, il savait ce que c'était, pas sur la foi, mais sur comment ça fonctionnait le catholicisme. Donc il avait un certain respect quand même par rapport à tout ça. Mais clairement, pour lui, l'Église devait être soumise à l'État, et c'était un bon outil pour la paix civile et pour l'obéissance des gens. C'est tout. Et il fallait surtout pas que l'Église soit la moindre indépendance. Et donc, pareil, il s'ajustait, il s'adaptait aux gens qu'il avait. Et il a trompé beaucoup de monde. Donc, je vais pas reparler de son sacre, mais voilà. Et ici, je vais plutôt finir, ne inquiétez pas. Ainsi, n'est en lui un sentiment nouveau qui fera un homme double, comme ses intérêts eux-mêmes, monarchique par situation, révolutionnaire par les racines de son pouvoir, et ne pouvant fonder sa monarchie qu'en gardant le contact avec la révolution. Voilà. Et pour finir, je vais juste résumer la partie de son empire, son empire, c'est ce qui explique encore Jacques Bainville, c'est-à-dire que une fois qu'il a fondé l'empire, donc il crée une monarchie révolutionnaire, en fait il est coincé, il est dans une logique infernale, et parce il est obligé de continuer la guerre, et il est obligé de vaincre, parce que la défaite signifiera la chute de son régime, et en fait il le savait, donc c'était dès le départ désespéré, hein, mais euh, euh, et puis ça finit de façon désespérée. Et dernier aspect que Jacques Bainville analyse, c'est son exil et sa volonté très claire de se créer une sorte d'épopée, une épopée sur sa geste pour créer sa mémoire et créer un mythe Napoléon. Ça, c'est assez intéressant aussi comme phénomène. Au fond, de même que ses soldats aimaient en lui, Napoléon, leur gloire et leur souffrance, les hommes s'admirent en Napoléon. Sans égard ni aux événements qui lui avaient permis de se porter si haut, ni à la science consommée avec laquelle il avait saisi les circonstances, ils s'étonnent qu'un mortel y réussisse par l'escalade. S'il n'était que le soldat heureux devenu roi, il serait un entre mille. L'Empire romain, le monde asiatique regorge de cas comme le sien, mais le sien est unique au temps moderne et sous nos climats. Un officier d'artillerie qui en quelques années acquiert plus de puissance que Louis XIV et coiffe la couronne de Charlemagne, de telles étapes brûlées à toute vitesse, ce phénomène parut, à juste titre, prodigieux au siècle des Lumières, dans une Europe rationaliste, en France surtout, où les débuts des autres races avaient été lents, modestes, difficiles, où les anciennes dynasties avaient mis plusieurs générations à se fonder. Les contemporains de Napoléon n'étaient pas moins éblouis de la rapidité que de la hauteur de sa ascension. Nous le sommes encore, lui-même en y pensant, s'émerveillait un peu bourgeoisement, comme il disait à Las Cases, qu'il faudrait des milliers de siècles avant de reproduire un même spectacle. Pas de point d'orgueil, hein. Voilà, donc pour conclure, je vais reprendre la conclusion de Jacques Bainville. Sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il est probablement mieux valu qu'il n'eût pas existé.